écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Messieurs, c'est à vous. L'événement est passé inaperçu. Bienvenue Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Depuis vendredi, la conférence de Vienne, Américains et Russes sont-ils en train d'inventer une sortie politique pour la guerre de Syrie? Peut-être. En tout cas, ils commencent à la chercher. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait la coalition la plus large possible pour trouver cette issue. Oui. Donc aussi avec la France. Et la Russie, mais la France n'y était pas. À Vienne, elle n'était pas. Elle n'était pas à cette réunion, peut-être qu'elle le sera après. Je crois que... C'était une erreur ou vous dites dommage? Non, c'est une étape. Mais il faut regarder la suite. Par rapport à ce que fait Poutine, c'est-à-dire ce réengagement fort en Syrie, qui à mon avis n'est pas une surprise, parce que c'était évident qu'il ne laisserait pas tomber le régime de Damas. Un peu, je ne compare pas, un peu comme les Occidentaux essaient d'empêcher la chute de Bagdad. Je pense qu'il faut essayer de faire du judo avec Bagdad la Russie plutôt que du frontal. Oui, et la Russie est depuis peu la seule puissance qui arrive à parler à toutes les parties. Oui, pour le moment, mais en même temps, l'engagement présente des risques pour eux. Ils n'ont pas toutes les clés en main. Personne n'a toutes les clés, vous voyez, dans ce Moyen-Orient qui se désagrège. C'est ce qui est organisé après la Première Guerre mondiale, qui est en train de se désagréger sous nos yeux. Donc personne n'a toutes les clés, mais beaucoup de pays ont des clés, donc dont aussi la France, parce que le moment est peut-être venu pour la France de convertir son intransigeance morale qu'on peut comprendre, notamment sur la question d'Assad, en une force diplomatique, en un levier. Mais ça ne peut se faire que vous dites l'intransigeance, vous voulez dire qu'elle s'enferme peut-être en ce moment dans une attitude rigide et contre-productive diplomatiquement? C'est vous qui le dites, je n'ai pas dit ça, mais ce que je veux dire, c'est que la position de principe sur le fait que Assad doit partir, compte tenu des abominations que ce régime a commis depuis le début de la guerre civile, c'était d'ailleurs la position à la fin du quinquennat Sarkozy déjà, vous voyez. Puis après, ça peut se comprendre, c'est respectable comme position, compte tenu de ce qui s'est passé, mais ça peut peut-être se transformer en un levier pour que la France soit partie prenante dans le processus qui va suivre, qui ne fait que commencer à travers la réunion de Vienne dont vous parlez. Ce qui frappe Hubert Védrine, c'est que même au pire moment de la guerre froide, Washington et Moscou avaient des contacts directs. Or, aujourd'hui, Barack Obama parle peu avec un Poutine qu'il craint ou méprise ou veut isoler. C'est dommage, ça. On a rappelé d'ailleurs que quand ils se sont vus à New York il y a quelque temps, ils ne s'étaient pas parlé depuis presque 2 ans. C'est extravagant, en réalité. À la fin de la guerre froide, c'est-à-dire les 20 dernières années après Kissinger, il y avait des mécanismes de négociation en permanence. Et vous savez pourquoi il y a la situation actuelle? C'est que les Occidentaux se sont dit, on a gagné, après la fin de l'Union soviétique, donc on n'a plus besoin de négocier avec toute une série de régimes qui nous déplaisent, c'était la fin de l'histoire, disait Fukuyama. Une sorte d'arrogance, mais qui en fait ne marche pas bien, et l'Occident prend des râteaux dans le nez un peu partout, parce qu'on est obligé, même si ça ne nous plaît pas, de discuter. On le fait avec la Chine pour des raisons économiques. On le fait intelligemment, c'est ce que font François Hollande et Angela Merkel avec Poutine sur l'Ukraine, vous voyez. Donc je pense que ça peut s'étendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner raison à Poutine, qu'il faut accepter ses demandes. Son idée du processus en Syrie n'est pas acceptable pour le moment telle qu'elle, mais c'est ça la négociation. Mais vous dites que François Hollande, qui parle déjà avec Poutine, devrait le faire davantage. Est-ce qu'il faut qu'il se dégage davantage de l'influence, j'ai envie de dire, atlantiste au nom de l'indépendance de la France? Je vois ça en dynamique. Puisque précisément sur l'Ukraine, ce qu'il fait avec Merkel, c'est ce qu'on peut faire de mieux. En réalité, ce processus de Minsk, petit à petit, pour aboutir à un statut pour l'Ukraine, qui sonne de statut à la finlandaise pour reconstruire la relation avec la Russie. Ça ne veut pas dire que quand on fait ça, on lâche tout. Donc dans ce que dit et fait Poutine sur la Syrie, d'abord je pense que c'est qu'une étape, et qu'après l'engagement militaire de 2, 3, 4 mois, en tout cas c'est ce que Poutine espère, il y aura une phase plus de négociation. Donc il faut saisir cette occasion, refaire, comme je le suggérais tout à l'heure, du judo, parler avec lui de l'avenir de la Syrie, parce que même s'il y a un désaccord complet sur Assad, et à mon avis, plus d'Occidentaux disent Assad doit partir demain matin, plus les Russes disent non, mais parler de l'avenir de la Syrie, une Syrie dans laquelle les différents groupes pourraient cohabiter en sécurité, ça c'est faisable. Est-ce qu'on peut dire, Hubert Védrine, qu'il y a... même avec l'Iran. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 2 thèses qui ont des partisans qui s'affrontent? Pour Poutine, l'Iranien Rouhani Bachar, d'abord éliminer Daesh, puis ensuite organiser des élections pour la présidence de la Syrie avec Bachar el-Assad et des opposants modérés. Ça, c'est oui. Et deuxième hypothèse, deuxième thèse, pour François Hollande, surtout Laurent Fabius, John Kerry, le Royaume-Uni, la Turquie, d'abord sortir Bachar el-Assad et ensuite éliminer Daesh. Et quelle est la meilleure initiative? Kerry est entre les deux, parce qu'il parle avec la Russie aussi. Moi, je vois ça comme les prémices d'une négociation, et d'une certaine façon, ça permet d'espérer un peu par rapport à ce pays martyrisé, 250 000 morts, et c'est un élément clé de la région, vous voyez. Donc je pense que c'est des positions, mais qui sont amenées à bouger,
à évoluer pour essayer de trouver une solution qui ne peut pas se trouver sans la Russie, mais qu'on ne va pas trouver non plus en s'alignant sur toutes les demandes russes. Ma conviction, en plus, c'est que la Russie n'est pas mariée à Assad personnellement, que la Russie a des intérêts qu'elle doit préserver. Vladimir Poutine l'a dit lui-même, qu'il n'était pas marié à Bachar el-Assad. Il l'a convoqué à Moscou il y a quelques jours. C'est pas simplement pour lui dire on va vous défendre quoi qu'il arrive. C'est un processus. Donc je crois que dans ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas figer les positions. À partir de ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, avec la position des Occidentaux, donc, qui était de faire partir Assad. Si vous permettez, même si c'est en mouvement, vous souhaitez que la diplomatie française soit plus souple, qu'il y ait un peu plus de souplesse et de flexibilité, ce qui revient au même. Qu'elle se réinsère dans ce mouvement. Et regardez par exemple, dans l'affaire de l'accord sur le nucléaire iranien, la France a été très, très dure jusqu'à la fin, et Laurent Fabius a expliqué après l'accord, à juste titre me semble-t-il, que l'exigence française et la vigilance française a rendu l'accord plus robuste, voilà, comme il dit, c'est plus fiable, plus crédible, etc. Ouais. Je me demande si on ne peut pas transposer ce raisonnement à la dynamique qui va se développer dans le cas de la Syrie. Bon, il y a le cas Assad, mais on devrait pouvoir parler de la Syrie, y compris avec la Russie, Est-ce que malgré ça. Vous préconisez d'associer davantage la Russie et désormais l'Iran aussi? L'Iran, on ne peut pas ne pas l'associer compte tenu de l'implication de l'Iran dans l'affaire de la Syrie. Si on veut vraiment pas simplement contenir Daesh mais l'éradiquer, il faut trouver une solution politique viable pour l'Irak. Ça ne peut pas se faire sans l'Iran. Et de toute façon, la question que vous posez, elle est un peu dépassée puisque les Américains acceptent cette idée. Donc les Américains sont en train de venir à une approche de ce type, c'est qu'il faut parler à tous les protagonistes, même Mme Merkel commence à dire ça, il faut parler de tous les protagonistes. Mme Merkel, si elle ne retient pas, elle va discuter avec Bachar el-Assad, parce qu'une pragmatique, entre et autres, là je vois que... Entre autres. Mais ça veut dire qu'il y a la position aussi... française qui est très intransigeante sur ce point, comme je le disais, au début, peut peut-être se transformer en un atout. C'est possible. Selon un sondage lepoint.fr que je lisais hier, près de 78% des Français disent que la France doit soutenir davantage la politique étrangère de Poutine. Et vous ? Il ne s'agit pas de soutenir la politique étrangère de Poutine, qui est d'ailleurs changeante. On ne sait pas quelle est. Puis il y a quelque temps, il y a un sondage qui disait que les Français pensaient qu'il fallait s'engager au sol. dans une guerre contre Daesh au sol. Donc vous ne lisez pas les sondages et vous les retenez pas. J'entends comme ça, mais on ne peut pas faire une politique là-dessus. Vous l'avez connu, le Quai d'Orsay, on raconte qu'il est atteint de poutinophobie. Non, mais c'est une personnalisation excessive et abusive. Puisque mais qui n'est pas fausse. Non, regardez, le Quai d'Orsay, c'est la France, ils sont engagés dans la négociation de Minsk, avec Poutine. Des réunions à Paris avec Poutine, avec le président ukrainien, Poroshenko, etc. Donc là, on parle d'un point particulier important, mais qui est l'affaire de la Syrie. Hubert Védrine, aujourd'hui, il faudra compter également... Il ne faut pas être trop figé dans l'analyse. Tout ça peut bouger, à mon avis. Non, ni dans l'analyse, ni dans la diplomatie, ni dans les prises de position. On voit bien que beaucoup est en train de se passer, ce qu'on est en train d'expliquer sur Europe, avec vous. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudra... C'est un début de processus. Il faudra tenir compte également de la Pologne, ou avec la Pologne. Les conservateurs viennent d'avoir la majorité absolue. Ils sont anti-européens, anti-réfugiés, pro-charbon et anti-russes. Et ils renforcent le camp des anti-russes. C'est pro-charbon, là, dans la liste. Oui, oui. Mais ça, tout est grave avec eux. Il y a 60% au moins d'eurosceptiques, au sens vrai du terme. C'est les gens qui ne votent pas aux élections européennes. Les vrais européistes convaincus à l'ancienne, c'est 1%. Et il y a des anti-européens, des vrais anti-européens. L'extrême gauche et l'extrême droite ne sont pas eurosceptiques, ils sont anti-européens. Malgré tout, il faut faire avec. On ne peut pas sortir les peuples européens quand ils votent mal. Est-ce que l'on peut dire une vérité? Mais c'est moins grave que l'affaire de Syrie, ce dont vous me parlez là. Oui, dans le monde violent, sanglant, impitoyable d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut privilégier une politique, appelons-la droit de l'homiste, ou à la manière de Richelieu, Bismarck ou Kissinger, une réelle politique? Bon, sur le plan théorique, moi j'ai toujours pensé que l'irréel politique dans lequel baigne l'Occident depuis 20 ou 30 ans est plutôt moins efficace et finalement plus sanguinaire, parce que ça ne marche pas que la réelle politique classique, mais la réelle politique a une connotation négative dans la tête des gens. Ce qui est évident, c'est que si on ne part pas des réalités, ça ne marche pas. On va dire les choses très simplement. On est obligé de tenir compte du fait que les Occidentaux ne sont plus les maîtres du monde, même après la fin de l'URSS. Il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Arabes, des Africains, le Brésil, les émergents, etc. Il faut tenir compte de ça. Tenir compte, c'est pas s'aligner, c'est pas s'aplatir devant eux, mais être sans arrêt dans une négociation pour faire émerger... Et donc, au niveau de l'Europe, exister, parce qu'en ce moment, la voix, l'influence de la soi-disant ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Mme Mogherini, sont quasiment nul. Oui, mais c'est injuste. Mais c'est moi qui le dis, vous allez employer des mots diplomatiques. C'est injuste de l'attaquer.
Ouais. C'est pas Elle de sa n'existe faute. pas, c'est pas de sa C'est faute. pas ça. Sans Non, doute. c'est le poste qui est compliqué à occuper. C'est pas de sa faute. Bon, il faut le Si, faire vivre. Pour certains Européens, Une dernière remarque. la Russie est Vous une qui menace, avez pour d'autres, c'est dernière une remarque et on va Donc, il y vite. a un travail des Européens à faire sur eux-mêmes avant d'accuser Mme Mogherini qui ne dit rien. Vous qui avez travaillé 14 ans au moins aux côtés de François Mitterrand, 5 ans au Quai d'Orsay avec Lionel Jospin, est-ce que vous estimez qu'un Français qui combat avec les djihadistes de Daesh est un djihadiste, donc un ennemi ? Je n'entre pas dans la controverse juridique, mais en 1945, on n'a pas dit aux Américains, s'il vous plaît, ne tuez pas les Français qui se sont engagés chez les nazis. Donc je ne comprends même pas la controverse. Merci. Merci Hubert Védrine d'être venu en direct sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve 2 fois demain, à 8h20 évidemment, ici même. Et le soir, entre 18h30 et 20h, en direct de Lille pour le 2e grand débat des régionales avec iTélé et La Voix du Nord. Autour de la table, le socialiste Pierre de Saint-Ignon, le candidat Les Républicains Xavier Bertrand et la candidate tête de liste du Front National, Marine Le Pen. Un grand moment de vérité à la fois pour la région du Nord, Pas-de-Calais et Picardie, et puis aussi pour le pays. Ils seront tous là. Tous là, Bon, ça, c'est absolument. bien. À demain Jean-Pierre. Enfin, jusqu'aujourd'hui. C'est ça, jusqu'à preuve du contraire. Soyons prudents.